Alors, pour faciliter la compréhension de notre audience, Claire Deblois, pouvez-vous nous faire un petit résumé sur les grandes étapes de la construction du concept moderne de frontière entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle? Est-ce qu'il y a des dates plus importantes que les autres finalement? Alors, je ne sais pas si on peut parler de grandes étapes dans la construction du concept moderne de frontière, notamment à cause de ce que j'ai évoqué en première partie, mais qui est la complexité. En se cantonnant à une vision de la frontière, c'est-à-dire par exemple en évoquant seulement la forme de la frontière ou les politiques frontalières militaires, effectivement là on pourrait faire une liste de dates peut-être charnières. Lorsqu'on parle du concept dans sa globalité, en réalité, ce sont plutôt un ensemble d'étapes qui vont se faire parfois en parallèle, parfois de façon simultanée, qui vont toucher chaque aspect de la frontière et qui vont venir nourrir le concept chacun de leur façon. Cette pluralité des raisons a justifié la raison pour laquelle j'ai choisi de faire un plan thématique pour ma thèse, puisque j'ai choisi d'aborder à la suite, non pas de façon chronologique, mais de façon thématique, les différents aspects de la frontière. Et c'est au sein de chacune de ces parties qu'on a vu en réalité émerger ces grandes étapes. Donc, ce sont plutôt plein de petites étapes propres à chaque aspect de la frontière qui vont venir ensemble nourrir le concept. Sur le concept en tant que tel, c'est l'objet que de mon premier titre. Donc, vous voyez, ça ne correspond qu'à un quart de la thèse. C'est assez court. Ça peut sembler étonnant. Mais les grandes évolutions en termes, enfin, concernant le concept, ça va vraiment être au niveau de la conception en tant que telle, notamment par les penseurs du droit des genres, les penseurs internationalistes. Donc, on peut penser évidemment aux ouvrages de Grotius, de Vattel, de Burlamaqui, qui vont, en faisant évoluer la conception de l'État, la conception de la souveraineté, la conception des relations internationales, qui vont vraiment permettre d'opérer une évolution majeure au sein de la frontière. Puisque la frontière délimite un espace, l'évolution de la conception de l'espace a évidemment une importance fondamentale sur l'évolution de la frontière en tant que telle. Au niveau de l'État de la France, de la même façon, hein, l'évolution du concept est extrêmement liée à la conception de l'État. Donc là, les étapes importantes, ça va évidemment être l'affirmation de la domination du roi de France sur l'ensemble de son royaume, une étape quand même fondamentale. La territorialisation de la souveraineté également, lorsque le roi va venir créer un lien non plus seulement sur ses sujets, mais sur le territoire de son royaume. Donc ça, c'est très important aussi. Et au niveau évidemment du mot, hein, on l'a déjà envisagé, l'évolution du concept va bientôt être, bien sûr être révélée par la spécialisation du terme, par l'affirmation du terme frontière par rapport aux autres mots qui existent, limite, borne, confins, marche. Voilà, ça va révéler vraiment des évolutions du concept. Ensuite, par rapport à chacune des politiques, donc, encore une fois, qui ne sont pas du tout des thèmes à part, mais qui viennent nourrir le concept général, on a là aussi des étapes assez clés, mais sur lesquelles on reviendra peut-être par la suite de façon très rapide. Lorsqu'on parle évidemment de politique militaire, l'évolution clé, ça va être le passage de la politique des portes à la rationalisation du royaume, le fameux précaré de Vauban. En termes de politique économique, on a plusieurs étapes qui sont assez importantes et qui viennent faire évoluer le concept. On va avoir, par exemple, la politique du colbertisme qui va entraîner un besoin de renforcer les contrôles aux frontières. On va avoir l'inversion au niveau des politiques migratoires. Avant, il fallait empêcher que les gens sortent. Petit à petit, il faut empêcher que les gens rentrent. Donc là, on a une inversion de la réflexion sur les frontières, d'un point de vue de l'immigration. Et d'un point de vue évidemment de la matérialité de la frontière, qui est l'objet de ma deuxième partie, l'évolution, on l'a déjà un petit peu évoqué, l'évolution principale, c'est l'entreprise en parallèle de la politique de rationalisation et de la politique de délimitation des frontières. Donc là, on a un certain nombre de traités de paix, on reviendra dessus après, mais qui vont être charnières. On va avoir le traité de Nimègue, bien sûr. On va avoir aussi la mise en application du traité des Pyrénées, toutes les politiques de délimitation, qui vont être autant d'étapes qui vont avoir un rôle clé dans l'objet, la matérialité de la frontière, donc forcément dans la conception. Merci beaucoup, Claire Deblois, pour ce super résumé très synthétique de cette évolution du concept moderne de frontière entre le XVIIe et le XIXe siècle. Euh, Dans vos travaux de thèse, vous avez aussi distingué deux manières d'examiner l'objet frontière en relation avec le droit. D'une part, vous parlez de la frontière déterminée par le droit, et d'autre part, vous parlez de l'exercice du droit qui est délimité par la frontière.
Alors, pouvez-vous nous donner quelques explications et exemples sur cette distinction, s'il vous plaît? Alors là, la double vision de la frontière, hein, du lien entre frontière et droit est assez classique, hein. Lorsqu'on dit que la frontière est la limite de l'État, en réalité, elle est évidemment doublement liée au droit. En premier lieu, pour exister, hein, la frontière moderne nécessite à la fois des puissances reconnues comme souveraines, donc là on a une reconnaissance internationale de l'État, enfin, en tout cas de la puissance, et une procédure juridique partagée et acceptée. C'est-à-dire que la frontière, dans sa matérialité, va être le fruit d'un consensus, d'une rencontre de volonté. La volonté peut être plus ou moins forcée, hein, évidemment, ce n'est pas la question, mais on a quand même cette rencontre de volonté entre deux États qui se reconnaissent mutuellement et qui vont s'accorder sur le tracé de la frontière. Donc, pour qu'il y ait frontière, il faut évidemment qu'il y ait droit, il faut qu'il y ait reconnaissance, il faut qu'il y ait internationalisation de cette reconnaissance. Et d'un autre côté, la frontière, c'est aussi la limite de l'exercice de la puissance étatique. C'est ce qui va venir déterminer l'exercice de la souveraineté. Encore une fois, dans une exception globalement accordée. Je ne dis pas que certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça, mais dans une vision globalement acceptée, c'est à ça que va renvoyer la frontière. Donc, d'une certaine façon, il ne peut pas y avoir de droit, en tout cas pas d'application territoriale de droit, sans la reconnaissance de cette frontière. Donc la frontière est de façon assez paradoxale, à la fois un élément déterminant de l'État, en ce qu'elle vient délimiter son territoire, ce qu'elle est du coup un élément essentiel de son existence, mais également le fruit de cet État, qui en tant qu'acteur international va lui donner cette matérialité. Évidemment, hein, les deux ne sont pas du tout incompatibles. Généralement, on reconnaît l'État, on reconnaît qu'il a un espace, un territoire qui est délimité, peu importe que cette frontière soit précise ou pas. La délimitation en tant que telle peut venir dans un second temps, parce que la frontière ne se réduit pas au simple fait d'être délimitée. Elle peut simplement exister parce qu'on sait qu'un territoire est délimité, même si on n'a pas encore d'éléments tangibles sur la précision de cette frontière. Merci beaucoup, Claire de Blois. Passons à la deuxième sous-partie intitulée Évolution vers la frontière linéaire. Vous avez mentionné dans votre thèse l'expression rationalisation des frontières. Qu'entendez-vous par ce processus de rationalisation des frontières? Quelles en sont les motivations et les étapes essentielles? Alors là, pareil, du coup, je vais faire quelques rappels par rapport à ce qui a été dit en première partie. Contrairement à ce que certains chercheurs ont affirmé, hein, notamment après les travaux d'Armand Brett, euh, il n'y a pas, une date charnière qui est la Révolution française, avant laquelle il n'y aurait aucune frontière délimitée, et après laquelle, tout d'un coup, toutes les frontières apparaîtraient de façon précise et linéaire. Évidemment, pendant la période moderne, même pendant la période médiévale, hein, toutes les frontières du royaume ne sont pas floues ou mal connues. Certaines parties étaient bien définies, notamment parce qu'elles reprenaient, elles succédaient aux anciennes limites féodales, parfois aux limites de seigneurie, parfois aux limites de propriété privée. Donc, on avait vraiment une succession qui faisait qu'elles existaient de façon linéaire et précise. Les frontières donc, peuvent être floues, elles peuvent être mal définies, mais elles peuvent également être complexes. Donc là, c'est ce qu'on avait abordé. La complexité ne se confond pas avec la confusion. Une frontière complexe, ce n'est pas une frontière qui est incertaine. Une frontière complexe, on en connaît parfaitement les dessins, on ne les connaît même que trop bien, puisque ces dessins font justement émerger toute leur complexité et tout leur aspect justement totalement morcelé. Une frontière complexe, c'est tout simplement une frontière, linéaire ou pas, zonale ou pas, peu importe, donc un espace qui existe, qui va séparer deux territoires, mais sur chacun de ces territoires, on trouve des enclaves, on trouve des bras de terre, on trouve des morceaux d'autres territoires. Donc en fait, la frontière, dans cet aspect complexe, ne vient pas délimiter deux territoires unifiés et uniformes. Elle n'est en réalité qu'une ligne qui marque effectivement la fin des prétentions d'un souverain, mais n'est pas la délimitation absolue de l'exercice de la souveraineté. On a vraiment une complexité territoriale. À partir du XVIIe siècle, donc pendant longtemps, hein, ces frontières complexes, elles sont généralement l'héritage, les héritières des frontières médiévales. Hein. Lorsqu'on fait des échanges pendant la période médiévale, on échange en réalité des pouvoirs, des dépendances, qui peuvent parfois être des villages qui se trouvent à quelques kilomètres de la seigneurie principale. Donc on va échanger dans toute leur complexité ces territoires. Et pendant longtemps, cela ne va pas poser de problème. À partir du XVIIe siècle, notamment à partir du règne de Louis XIV, à cause d'une évolution dans les politiques,
encore une fois, j'insiste, c'est pour ça que les politiques frontalières ont toute leur place dans une étude du concept. À cause d'une évolution dans les politiques frontalières, tout d'un coup, cette complexité frontalière va devenir problématique. C'est principalement dû à deux choses, ce que j'évoquais tout à l'heure, le passage de la politique des portes à la politique du précaré. Donc la politique des portes, c'est une politique militaire qui consiste à avoir justement des enclaves dans le territoire ennemi comme une porte ouverte sur le territoire, où on peut mettre par exemple une place forte qui facilitera aussi bien la défense qu'une future conquête. Et à l'inverse, le précaré de Vauban, c'est l'idée d'une rationalisation des places fortes. On considère que pour pouvoir mieux défendre le territoire, avec moins d'hommes et moins d'argent, moins de matériel, il faut éviter d'avoir des places fortes trop écartées les unes des autres. Il faut créer une ligne rationnelle. Et pour ça, évidemment, il faut délimiter, rationaliser les frontières. D'un point de vue économique, l'idée est à peu près la même. À partir du moment où on renforce le contrôle des biens et des personnes sur les frontières, une fois que ces personnes rentrent ou que ces personnes sortent, il faut pouvoir contrôler les accès. Si on a des enclaves de part et d'autre, si on a des frontières mal délimitées, évidemment, ça rend le contrôle complexe. Le but de cette rationalisation, c'est évidemment de pouvoir renforcer ces contrôles, les rationaliser, contrôler mieux avec moins d'hommes, installer des postes frontières qui sont à des endroits plus pertinents, voilà, éviter justement le flou qu'entraînaient ces frontières complexes. Les politiques de rationalisation, donc, qui vont avoir lieu à partir de la fin du XVIIe siècle, se font en réalité en parallèle des politiques de délimitation. Ce ne sont pas deux politiques qui succèdent, mais vraiment deux politiques qui vont se faire en parallèle, puisqu'elles répondent un petit peu à la même logique, l'idée de rationaliser, en tout cas d'augmenter le contrôle des frontières, d'un point de vue militaire ou d'un point de vue économique. On va donc délimiter pour pouvoir placer plus facilement des postes frontières. On va rationaliser pour pouvoir les rassembler sur une seule ligne et pour pouvoir en limiter le nombre. Merci Claire pour ces précisions. Je me demandais à quel moment cette linéarité devient le critère pour tracer ou pour rectifier le tracé des frontières. Un auteur comme Bernard de Motz avait estimé que la précision linéaire des frontières apparaissait dès le XIIIe siècle. Et si l'on suit l'historien du droit et des frontières Michel Bottin, le concept de linéarité est, lui, antérieur au progrès de la science cartographique du XVIIIe siècle. Il remonterait même au traité de Nimègue de 1678. Quel est votre avis sur cette question de la linéarité? Alors, je suis totalement d'accord avec les deux auteurs. Évidemment, il n'est pas question de dire qu'il n'existe aucune politique de rationalisation avant le XVIIe siècle. On trouve évidemment déjà des exemples de rationalisation pendant la période médiévale, pendant le début de la période moderne aussi. Mais là où je les ai légèrement mises de côté, c'est que généralement, ça répond à des besoins contextuels, à des besoins à un endroit précis du territoire, et ça ne répond pas encore à une logique globale ou à une politique globale menée par le pouvoir royal. Donc elles existent, mais elles ne répondent pas encore elles ne sont pas encore révélatrices d'une évolution de la conception en tant que telle de frontières. C'est plutôt contextuel. Par contre, évidemment, je suis totalement d'accord avec Michel Bottin sur le premier traité, donc ce n'est pas le début de la politique, mais c'est la première mise en œuvre de la politique de rationalisation avec le traité de Nimègue de 1678. En étudiant les différents traités depuis le traité de Westphalie, j'ai pu observer effectivement que pendant le traité de Münster, le traité des Pyrénées aussi, même si on a quelques contre-exemples dans les projets de traité, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout, on a encore totalement la poursuite de cette politique de la porte ouverte, ou en tout cas dans cette logique des dépendances un peu sur un fonctionnement médiéval. Donc lorsqu'on cède un territoire, lors de la première étape, lors de la démarcation, tout petit aparté, j'ai choisi de reprendre une distinction en 3 étapes de la délimitation. La démarcation qui consiste en l'échange des territoires, la délimitation qui est le tracé de la frontière en tant que tel, et la démarcation qui est la matérialisation de la frontière. Voilà, je le rappelle pour faciliter la compréhension.
Donc, lors de la première étape, la démarcation, pendant les premiers traités, les traités de Münster, puis le traité des Pyrénées, mais aussi le traité d'Aix-la-Chapelle, on a encore totalement cette idée, on sait d'une ville avec toutes ses dépendances. On n'a pas du tout de logique encore de rationalisation. Ça ne veut pas dire que cette idée n'est pas déjà réfléchie par les diplomates royaux, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est déjà mis en œuvre. Je crois que c'est déjà quelque chose qui est réfléchi par le roi, puisqu'on en a quelques exemples dans les projets de traité des Pyrénées, où il est question à certains endroits de faire des échanges ultérieurs de territoires pour faciliter, etc. Donc, c'était quelque chose qui était réfléchi, mais ce n'est pas encore mis en œuvre. La première réelle mise en œuvre dans un traité de paix, effectivement, c'est le traité de Nimègue de 1678. Là, pour le coup, les diplomates, donc dans la correspondance diplomatique, parlent vraiment d'idée de faciliter la délimitation du territoire, d'idée d'échanger des territoires en fonction de la continuité territoriale. Donc là, on a vraiment cette dimension, on a vraiment cette idée que le tracé de la frontière doit répondre à une logique territoriale. Il doit permettre de délimiter deux ensembles territoriaux unifiés. Donc ça, on a un basculement réellement, là, pour le coup, avec le traité de Nimègue. Cette vision-là, elle sera plus ou moins reprise par les traités ultérieurs. Parce que bien sûr, on a la théorie, puis on a la pratique. Parfois, lorsque les dépendances permettent d'obtenir des villages intéressants, les rois vont renoncer à leur belle politique de rationalisation. On a toujours un effet de contexte, mais ça montre quand même une dynamique globale. Et cette dynamique sera d'autant plus mise en œuvre, en tout cas en France, avec la politique des réunions pendant le règne aussi de Louis XIV, qui là, pour le coup, ça va être des échanges territoriaux qui auront uniquement et exclusivement pour but de venir rationaliser le territoire. Là, on est complètement dans la mise en œuvre à la fois du colbertisme et à la fois du précaré. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous avez mentionné à plusieurs reprises durant cette interview l'expression politique frontalière. Donc, j'ai justement maintenant une série de questions sur le rôle des intérêts défensifs, économiques et commerciaux des États dans la conception moderne de la frontière ligne. Donc, ma première question est relative à l'influence des politiques défensives de l'État sur le concept et les formes de la frontière. Claire de Blois, quelle a été justement cette influence des intérêts et des politiques de défense de l'État sur la construction de la forme linéaire de la frontière moderne? Alors, je profite de cette question justement pour faire une petite explication. Lors de la soutenance, m'a été posée la question totalement légitime de savoir pourquoi, sur une thèse portant sur le concept de frontière, je m'intéressais autant justement à la question de ces politiques, de la politique économique, de la politique migratoire, de la politique défensive, mais aussi de la délimitation et de la matérialisation de la frontière. Donc, le concept en tant que tel de frontière n'était traité que dans mon premier titre. J'en profite donc pour me défendre, une fois de plus, et expliquer qu'à mon sens, la complexité de l'objet frontière rend indispensable l'étude de toutes ces conceptions. Le concept tel qu'il apparaît aujourd'hui, à la fois la forme de la frontière que la façon dont elle est pensée, que ce à quoi elle renvoie, que sa nature, est le fruit de l'ensemble de ces réflexions, de l'ensemble de ces aspects de la frontière et de l'ensemble de ces politiques frontalières. Si la frontière évolue autant au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, c'est pas seulement parce que les juristes royaux considèrent qu'il est indispensable d'en proposer une définition claire et précise pour les étudiants en droit, c'est évidemment parce qu'il faut que ce concept serve aux puissances royales. Elle doit leur servir parce qu'on a une évolution à cette époque-là, justement, de l'utilisation de la frontière. Elle est plus seulement vue comme une limite de pouvoir, mais elle devient aussi un outil, un instrument au service de la mise en œuvre des politiques frontalières. Vraiment, ça a son importance dans la compréhension du concept. Les politiques défensives, évidemment, sont très importantes pour la frontière. On l'a vu dans la première partie, la frontière a un rôle, une conception, une connotation militaire. Elle l'a au moment où émerge le terme, elle l'a pendant très longtemps, elle l'a encore au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est révélé par les dictionnaires, c'est révélé par son utilisation. Et c'est évidemment parce que les politiques de défense frontalière sont extrêmement importantes. Il ne faut pas oublier que dans cette période, en XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, on est quasiment dans un état de guerre permanent en Europe. Donc évidemment, la défense des frontières prend une place fondamentale.
Et les politiques frontalières défensives vont avoir une importance toute spécifique par rapport à la forme évidemment de cette frontière, puisque, on vient de l'évoquer, c'est ce qui va être à l'initiative de toute la politique de rationalisation des frontières. C'est ce qui va permettre de faire basculer justement de la frontière complexe à la frontière délimitée, en tout cas à la frontière déterminée. Évidemment, ce n'est pas son seul apport. Elle ne va pas seulement avoir un intérêt pour la forme en tant que telle de la frontière, elle va aussi avoir un apport, un intérêt pour son unité. L'idée justement du pré-carré de Vauban, et il y a une carte assez amusante qui est parue là-dessus et qui a montré les déplacements de Vauban, c'est qu'il s'est déplacé sur l'ensemble des frontières de France. Il ne s'est pas cantonné à un espace qui serait dans une situation un petit peu tendue d'un point de vue militaire. Il a vraiment essayé de construire une politique globale et générale sur l'ensemble du royaume. Donc là encore, c'est ce qu'on évoquait lorsqu'on parlait justement de l'unification en 1815 des frontières de France, d'un concept commun à l'ensemble des frontières. Les politiques militaires ont totalement participé à ça. On ne réfléchit plus la frontière par portion, on réfléchit la frontière dans leur ensemble. Donc la politique doit vraiment être mise en œuvre d'un point de vue général pour l'ensemble des frontières de France. Merci. Nous avons donc pu voir l'intérêt de la défense des États dans la construction de la frontière linéaire moderne. Et autre politique frontalière qui a été aussi déterminante pour cette construction moderne de la frontière linéaire, ce sont les politiques économiques et commerciales des États. Donc justement, quelle a été cette influence des politiques économiques et commerciales des États sur le concept et les formes de la frontière? Alors, l'influence des politiques économiques et commerciales sur le concept et la forme de la frontière. Donc là encore, hein, sur certains aspects, ça rejoint l'influence des politiques défensives parce que ça va avoir un poids sur la forme en tant que telle de la frontière. Pour pouvoir contrôler les entrées et les sorties, évidemment, il faut pouvoir rationaliser les points de contrôle, voir toute la question de l'émergence des points de douane, le rôle des douaniers, le rôle aussi des chemins pour pouvoir contrôler les entrées et les sorties. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais ça ne va pas non plus être le seul apport. Concernant les politiques économiques, la vraie bascule va se trouver du côté du colbertisme. Les frontières, tant qu'elles sont poreuses, si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas tant que les politiques commerciales laissent entrer et sortir les biens, les personnes, sans avoir besoin forcément d'effectuer trop de contrôles, les frontières ont moins d'intérêt. À partir du moment où on commence à voir l'économie et le commerce notamment comme une arme, puisqu'on parle vraiment de guerre économique à cette époque-là, hein, on va avoir toute la question d'interdire ou d'autoriser les marchandises en fonction de leur provenance, en fonction de leur dangerosité aussi pour l'État. À partir du moment où on commence à avoir cette conception du commerce, le commerce comme un outil au service des intérêts de l'État, la frontière va devenir également un outil entre les mains de l'État. Donc là, c'est très important parce que, encore une fois, c'est plus seulement la ligne de compétence, enfin, la limite délimitant les compétences de l'État, mais ça devient vraiment la ligne, le territoire à partir duquel on peut mettre en œuvre les politiques nationales. Elles sont décidées à Paris, à Versailles, peu importe, elles sont décidées à ces endroits-là, mais dans leur matérialisation, c'est vraiment au niveau des frontières, la frontière zonale pour le coup, qu'elles vont être mises en œuvre. Donc ça joue un rôle important au niveau de la place que vont prendre les frontières, notamment dans les intérêts royaux. D'accord. Et j'imagine que en parallèle de l'influence des politiques défensives et des politiques économiques et commerciales, j'imagine que aussi l'évolution de la fiscalité de l'État et du royaume a été aussi une part importante dans cette consolidation de la notion de limite linéaire. Ma question suivante est en rapport avec la science cartographique, la cartographie. Et je sais que vous êtes une passionnée aussi de l'histoire de la cartographie et des frontières à travers cette cartographie. Donc, que nous révèle la cartographie de la période westphalienne 1648 jusqu'à 1815 sur l'émergence des frontières et des frontières linéaires? Quel est l'apport de la science cartographique dans l'amélioration de la connaissance de l'objet des frontières modernes?
Alors, les cartes sont évidemment un objet intrinsèquement lié aux frontières. Difficile d'imaginer une frontière sans visualiser sa représentation cartographique, hein. C'est vraiment des outils extrêmement importants. Et la cartographie est d'autant plus importante qu'elle sert à partir de Westphalie, en réalité un petit peu après, non seulement d'outils de représentation, mais également d'outils juridiques. Elle ne va pas se cantonner à sa simple objectif de représentation, elle va vraiment devenir une source de la délimitation des frontières. Au moment, donc, je reprends mes trois étapes, hein, démarcation, délimitation, non, oui, et détermination. Au moment de la détermination, au moment où il faut matérialiser la frontière, on pense évidemment en premier lieu au bornage, première façon de matérialiser la frontière, en tout cas la plus connue. Mais ça ne va pas être la seule façon de donner une matérialité à la frontière. La seconde, ça va être la cartographie. Lors des commissions de délimitation, je crois qu'on va reparler un petit peu après des commissions de délimitation, lors des commissions de délimitation, pour entériner, pour officialiser l'emplacement précis de la frontière, on va utiliser la cartographie. Mais encore une fois, ça n'a pas qu'un but informatif, c'est considéré comme une véritable preuve juridique. Une borne peut être déplacée, une borne, d'ailleurs on a même un crime spécifique pour le déplacement des bornes, une borne peut bouger, une carte, normalement une fois qu'elle est estampillée, elle ne peut plus être modifiée. Pas aujourd'hui avec les moyens informatiques bien sûr qu'on peut avoir. La carte en cela va devenir véritablement un outil de preuve au service justement de l'emplacement de la frontière. On va le voir apparaître aussi un petit peu après, lors des commissions de délimitation. La carte va pouvoir être utilisée comme preuve également de l'existence d'une frontière ancienne. On va avoir dans certains cas, là pour le coup, je me réfère à des travaux que j'ai menés un petit peu après, mais dans le cas de la délimitation de la Guyane, on a un débat très important pour savoir quelle rivière doit délimiter la frontière, en se basant pour le coup sur le traité d'Utrecht. Et la preuve qui va faire basculer la réflexion de l'arbitre de l'époque, donc qui est la Suisse, ne va pas être un bornage, ne va pas être un témoignage de population, ça va être une carte un petit peu ancienne, sur laquelle effectivement est indiqué le nom d'une ancienne rivière, et c'est ça qui va faire basculer la décision. Donc les cartes ont vraiment une importance fondamentale, non seulement pour les géographes, bien sûr, on les en remercie puisque ce sont généralement les auteurs, mais aussi pour les juristes parce qu'elle devient, à partir de la période westphalienne, à partir en fait plutôt du XVIIIe siècle, vraiment un outil juridique au service du tracé de la frontière. Merci beaucoup pour ce panorama sur la relation entre la cartographie et la construction de la frontière linéaire. Alors, comme vous l'avez dit, c'est vrai que les cartes étaient aussi utilisées comme preuve juridique de telle ou telle possession. Et on trouve aussi des exemples dans l'histoire des conflits entre différentes seigneuries de cartes qu'on appelait à l'époque vues figurées ou figures. Et c'était utilisé dans certains tribunaux pour délimiter précisément les frontières au sol et ils utilisaient des cartes. Et des cartes, c'était à l'époque essentiellement un paysage, un dessin de paysage qui permettait de savoir jusqu'où allaient les limites et à quel seigneur appartenait tel ou tel village ou tel bois ou telle autre possession. Donc, on n'a pas encore parlé du fameux concept de frontière naturelle, et c'est l'objet de la question suivante. Certains auteurs ont pu parler de ces frontières naturelles, notamment pour légitimer la politique extérieure française à la Révolution. Alors, je me demandais, qu'est-ce que recouvre cette expression dans l'histoire du droit des frontières? Alors, j'avais volontairement laissé de côté justement la représentation cartographique des frontières naturelles pour les laisser pour cette question-là. Évidemment, en premier lieu, en tout cas pendant la période de l'Ancien Régime, même pendant la période médiévale, les frontières naturelles sont avant tout un outil de représentation. À une période justement où on n'a pas encore de délimitation précise, ou en tout cas où on n'a pas de centralisation de la délimitation des frontières. Si les frontières sont connues localement, on n'a pas de représentation globale du roi des frontières de son royaume. On va utiliser ces frontières naturelles, non pas comme ce qui a été avancé par certains, comme outil de légitimité politique, en tout cas pas de façon systématique, mais plutôt comme vraiment un outil pour faciliter la représentation du royaume. C'est plus visuel que véritablement un outil. Pour la période médiévale, encore une fois, Léonard Dauphin a fait une thèse là-dessus qui est remarquable et dans laquelle il décrit très précisément justement la représentation et l'utilisation de ces frontières naturelles.
Pour la période moderne, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on a eu un débat doctrinal, on a eu des affirmations, puis des oppositions, puis des réaffirmations sur l'existence ou pas de ce mythe des frontières naturelles. Donc pendant longtemps, on a prêté à Richelieu vraiment le mythe du Rhin, en disant qu'il avait été à l'origine de toute une politique de conquête ayant pour but principal de conquérir les territoires jusqu'au Rhin, considéré comme une frontière naturelle de la France. Mais cette position a été totalement niée par Gaston Zeller, qui lui a montré au contraire qu'il n'y avait jamais eu de politique de frontières naturelles pendant l'Ancien Régime. La vérité, en réalité, est peut-être un petit peu entre les deux. On n'a pas effectivement de justification des conquêtes par ce but d'atteindre les frontières naturelles, mais on a quand même une conception des frontières naturelles à cette époque-là. On peut le voir dans les représentations cartographiques, même si je pense que les personnes qui font les cartes savent que ça ne représente pas la réalité. On a quand même plusieurs images, plusieurs cartes de la France qui est vraiment délimitée par ses frontières. Donc, on n'a pas de ligne tracée sur la carte, mais on a une zone avec les Pyrénées, on a une zone avec les Alpes. Donc, on a quand même une sorte de délimitation naturelle de la France. Là où ce mythe des frontières naturelles va prendre une importance, vraiment de l'importance, c'est pendant la Révolution française. Donc là, pareil, plusieurs auteurs vont faire appel à ce mythe des frontières naturelles pour des raisons différentes chez les révolutionnaires. Pour certains, ça va être une façon de justifier les conquêtes sans se contredire par rapport au renoncement justement des conquêtes. Pour eux, c'est une façon de se rendre crédible. Et oui, on a dit qu'on ne conquérirait pas de nouveaux territoires, mais là, on est juste en train d'essayer d'atteindre nos frontières naturelles, donc on a le droit, c'est une justification. Pour d'autres, à l'inverse, ça va être un moyen de préserver l'équilibre européen. Donc ça, c'est une notion qui est très importante. On considère à cette époque-là qu'on arrivait à une sorte d'équilibre, que les puissances sont dans leurs dimensions, dans des dimensions raisonnables qui permettent un certain équilibre. Et il faut impérativement que les puissances restent justement dans ces dimensions-là. Les frontières naturelles, dans ce sens, ne vont pas être vues comme des objets de convoitise, comme des objets de conquête, mais au contraire comme des limites. Le but, ce n'est pas de les atteindre, c'est au contraire de ne pas les dépasser. Donc, on a vraiment les deux conceptions qui vont coexister pendant la Révolution française. Évidemment, lorsqu'on parle de frontières naturelles, qui est quelque chose qui existe totalement, on devrait plutôt parler de limites naturelles, puisque ces éléments naturels vont aussi être utilisés à la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'on va passer au système de délimitation, lorsqu'on va commencer à essayer d'établir des procédures spécifiques pour la délimitation. Là, on va défendre justement cette idée des limites naturelles. Le fait tout simplement qu'il faille absolument pour la stabilité des frontières que celles-ci correspondent à un élément naturel, parce que celui-ci est vu comme rationnel, comme précis, comme non mouvant aussi. Donc on voit une certaine logique au fait d'utiliser un élément naturel pour la délimitation. Mais on n'est pas du tout sur la même logique. On n'est pas sur une justification par un élément naturel, on est plutôt sur une démarcation par un élément naturel. Wow, merci beaucoup, Claire Debois, sur ces précisions entre les limites naturelles, l'élément naturel qui sert pour la démarcation et la théorie politique des frontières naturelles qui correspond en fait à une justification de l'extension d'un pouvoir royal ou d'un seigneur ou d'un État sur un voisin. Nous avons encore un peu de temps pour parler de l'histoire d'un outil diplomatique très important qui est la commission de délimitation, ou là aussi des commissions d'abordement, et le rapport politique et juridique dans l'évolution de la conception des frontières. Alors, ma question est la suivante. Quel est l'historique de ces commissions de délimitation, d'abordement, ou des commissions d'ingénieurs, géomètres, et quel est le rapport finalement dans cette construction de la conception des frontières modernes? Alors, les commissions de délimitation ont évidemment un rôle clé, un rôle majeur dans l'apparition d'un concept moderne de frontières, aussi bien parce qu'ils vont permettre de tracer les nouveaux contours de la frontière, cette frontière linéaire auquel aujourd'hui on est tant attaché, et également parce qu'ils vont participer à l'évolution du concept. Les procès-verbaux qui accompagnent les commissions de délimitation sont des véritables mines d'or sur justement la conception de la frontière à l'époque.
aussi bien dans les préoccupations, dans les consignes qu'ils peuvent recevoir de la part du pouvoir royal sur les points importants sur lesquels ils doivent débattre, comment est-ce qu'on obtient un territoire, comment est-ce qu'on justifie une frontière, quelle source va prévaloir sur une autre dans l'obtention d'un tracé plutôt qu'un autre. Donc vraiment, c'est une véritable mine d'or sur la compréhension du concept. Ces commissions de délimitation, elles font leur apparition à la fin du XVIIe siècle, donc d'abord de façon assez anecdotique. Donc pour reprendre encore une fois, je vais être bien redondante, au moins ce sera bien compris, les 3 étapes, donc démarcation, délimitation, détermination. Là, on est sur la 2e étape. Une fois que les traités de paix ont été signés, une fois que les puissances ont échangé leur territoire, on va nommer au sein des traités de paix, on va prévoir la mise en place d'une commission de délimitation. Donc généralement, quasiment à chaque fois, c'est dans un second temps, c'est une commission qui va suivre la signature d'un traité de paix. On connaît les territoires qui appartiennent à chacune des puissances. Maintenant, il faut en délimiter précisément les frontières. C'est tout le but de ces commissions. Donc, à partir de la fin du XVIIe siècle, on va avoir l'émergence d'une procédure commune. Donc, c'est la grande nouveauté, parce que les commissions de délimitation, il y en avait depuis longtemps. Mais là, ce qui va être intéressant, ça va être qu'elles vont devenir quasiment systématiques. Ce qui va être intéressant aussi à partir du XVIIe siècle, ça va être la fixation d'une procédure. C'est-à-dire que chaque commissaire pour chaque commission ne va pas essayer d'inventer une nouvelle procédure ou de créer des nouvelles conventions. Il va s'appuyer sur les commissions précédentes pour construire sa propre commission. Notamment, il va s'appuyer sur les arguments qui avaient été utilisés, sur les sources juridiques qui avaient été approuvées, utilisées, sur les arguments qui avaient été employés. Donc voilà, il va vraiment réutiliser à chaque fois les commissions précédentes, les procès-verbaux des commissions précédentes pour mettre en œuvre sa propre commission. Le but, progressivement, c'est de mettre en place vraiment des étapes et par l'acceptation lors d'une convention précédente, d'en faire une sorte de modèle incontestable. C'est d'éviter pour chaque commission de repartir de zéro en devant à nouveau tout négocier, tout remettre en cause, vraiment de se dire pour faciliter et accélérer. Le but aussi d'une frontière, c'est qu'elle soit entre guillemets incontestable. On rappelle qu'une frontière est censée, je dis bien censée, être un outil à la base pacifique, d'éviter les conflits normalement entre 2 puissances. Si elles s'accordent sur un territoire, sur une frontière, elles sont plus censées se la disputer ensuite. Donc, tous les outils qui vont être mis au service de cette pacification des frontières, notamment leur caractère incontestable, vont être extrêmement importants. Et justement, la fixation de cette procédure commune est en cela absolument fondamentale. Donc, on va voir progressivement le développement de grands principes de délimitation, aussi bien juridiques. On va avoir une hiérarchisation des arguments pour le rattachement d'une terre. On va aussi avoir le développement d'outils dits scientifiques, comme par exemple l'utilisation de la ligne de crête. Comment on détermine une ligne de crête, comment est-ce qu'on détermine un talweg, selon quelle modalité de calcul. Donc vraiment, là, on va rentrer dans des détails très techniques par rapport au flux de l'eau, par rapport à son mouvement. Donc voilà, on va vraiment avoir une fixation de tous ces éléments, le but étant encore une fois de les reprendre une fois sur l'autre. Ce n'est pas non plus la mise en place d'un droit fixe, on ne crée pas d'obligation. C'est-à-dire que les commissaires vont s'inspirer des commissions précédentes, mais ils ne sont pas tenus par une sorte de jurisprudence ou de précédent qui les contraindrait. C'est toujours sur la base du choix. On ne peut pas avancer comme argument d'autorité absolue le fait que tel argument a été reconnu par une commission précédente, donc ils doivent absolument être utilisés. On n'a pas de développement d'une coutume de délimitation de la frontière. C'est vraiment au cas par cas que ça se fait, même on a une tendance à s'inspirer quand même globalement des commissions précédentes. La nécessité de s'appuyer sur ces caractéristiques naturelles vont forcément induire le fait qu'on va intégrer à ces commissions des ingénieurs géographes qui vont petit à petit avoir une place fondamentale. Donc, on a toujours les diplomates qui sont très importants, qui sont généralement les commissaires, mais ils vont être accompagnés d'ingénieurs géographes qui vont avoir soit une fonction d'arpenteur, c'est-à-dire qu'ils vont devoir vraiment se déplacer et prendre de notes sur la géographie de la frontière. Donc là, on a des descriptions, je n'irai pas jusqu'à dire très passionnantes, mais de vraiment caillou par caillou, éléments naturels, chaque arbre, chaque ruisseau, ils vont décrire pour qu'ensuite les commissaires puissent faire une description le plus précise possible de la frontière en tant que telle. Ils vont aussi également avoir un but, celui de réaliser les relevés topographiques, de réaliser ensuite les cartes. Donc, on a vraiment un apport de ces ingénieurs au moment des commissions de délimitation.
Ces commissions, elles sont extrêmement importantes parce que ça va traduire justement une nouvelle conception de la frontière, celle d'établir justement ces frontières incontestables et permanentes. On a vraiment ce souci de créer une procédure commune qui va venir fixer les frontières et leur donner une base légale, la base légale d'une existence matérielle. Merci beaucoup, Claire, pour toutes ces précisions et sur l'importance de l'outil diplomatique des commissions de délimitation, de démarcation et d'abordement. Cela me fait penser aussi à leurs ancêtres, les enquêtes, les commissions d'enquête déployées par certains rois de France en vue d'aller sur le terrain ou en vue de demander aux populations locales de témoigner de leur connaissance, de leur savoir sur l'existence précise de telle ou telle limite d'autorité. Et j'ai une petite question supplémentaire à propos de ces populations locales. Quelles sont les réactions de ces populations locales lorsqu'elles voient arriver ces commissions d'ingénieurs ou de diplomates qui vont être chargés de délimiter, de démarquer, d'aborder? Est-ce qu'elles ont un rôle actif dans ces commissions ou au contraire, est-ce qu'elles sont négligées? Donc ma question est la suivante, quel est le rôle, et quelle est l'importance ou la non-importance des populations locales par rapport au tracé des frontières? Alors, là, encore une fois, c'est extrêmement variable. On a effectivement, comme vous le disiez, la reproduction totalement de ces enquêtes. Parmi les arguments avancés par les commissaires, on va avoir effectivement le témoignage des populations locales qui est vraiment pris en compte, hein. C'est pas du tout anecdotique. On peut avoir le fait de faire venir des anciens, des personnes qui ont vu le tracé d'anciennes frontières, qui ont connaissance d'anciennes bornes ou d'anciennes pratiques. Donc, on retrouve fréquemment dans les comptes rendus des commissions des témoignages, des souvenirs ou des individus qui vont dire du temps de mes grands-parents, nous avons vu tel roi venir poser telle borne à cet endroit-là, même si la borne n'existe plus, je témoigne qu'elle était. Donc, ces témoignages vont avoir une grande importance. Néanmoins, comme tous les arguments, encore une fois, il n'y en a pas un seul qui s'impose. C'est une source comme une autre. Ça ne va pas avoir une force prépondérante par rapport aux autres. Mais de la même façon qu'un titre, de la même façon qu'une borne. Donc voilà, c'est un argument juridique. Et ensuite, évidemment, les commissaires vont venir piocher dans ces différents arguments en fonction de leurs besoins et de leurs prétentions, donc de façon assez classique. Par contre, c'est vrai que le bien-être en tant que tel des populations hein, est pas forcément la première préoccupation des souverains lorsqu'ils vont délimiter. Ils s'efforcent de ne pas diviser les villages, ils s'efforcent de respecter les anciennes délimitations des anciennes entités territoriales, mais évidemment, hein, c'est au gré de leurs besoins et de leurs ambitions. C'est pas du tout quelque chose de fixé. Et au niveau des réactions des populations, là encore une fois, c'est assez variable. On a peu d'écrits montrant des révoltes de population suite au tracé d'une frontière. Je pense qu'ils avaient d'autres soucis à cette époque que celui de savoir quelle ligne allait traverser leur village ou pas. Les principales oppositions qu'il pouvait y avoir, c'était des confrontations vraiment très locales. Par exemple, sur l'utilisation du bois d'une forêt. Si une population avait l'habitude d'aller se servir en bois dans une forêt et que finalement, bah, ils ne peuvent plus le faire parce que ça appartient à nos souverains, généralement, ils vont continuer à aller le faire, ce qui va poser des problèmes avec les populations locales. Voilà. La façon dont ça se matérialise, en tout cas, ce tracé frontalier, pendant très longtemps, c'est tout simplement sous la forme de serment. Les commissaires arrivent dans un village, disent bah voilà, je vous annonce que vous avez changé de souveraineté, donc maintenant vous allez devoir prêter serment à votre nouveau roi. Donc ça donne lieu à une cérémonie sur la place du village où les villageois vont prêter serment à ce nouveau roi. Donc, c'est amusant parce qu'on est vraiment à cheval entre une application territoriale de la souveraineté et encore une application personnelle de la souveraineté. On conquiert un territoire, mais il faut quand même marquer la reconnaissance des personnes qui habitent sur ce territoire. On est à cheval entre les deux. Bien dit, bien vu. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette conversation. J'ai une dernière question pour vous, mais non des moindres. À l'aboutissement de vos recherches, comment êtes-vous parvenu finalement à définir le concept moderne de frontière, ou là, et on peut discuter, ou on peut dire aussi le concept de frontière moderne. Donc, quelle est votre définition finale du concept moderne de frontière, voire du concept de frontière moderne?
Alors, ma définition finale du concept moderne de frontière, je préfère ce terme à celui de frontière moderne, que je trouve un petit peu trop calqué sur le concept d'État moderne, alors que la frontière moderne s'en distingue quand même, enfin, le concept moderne de frontière s'en distingue un petit peu. Et je trouve que le concept moderne de frontière est plus intéressant aussi parce qu'il trace plus de ponts avec notre conception aussi contemporaine. On n'est pas juste dans une conception moderne qui serait détachée de la conception actuelle, on est plutôt dans les prémices et dans la base de notre conception contemporaine. Donc ce serait plutôt le basculement d'une frontière, j'aime pas le terme d'une frontière archaïque, en tout cas d'une frontière d'avant vers la frontière qu'on a aujourd'hui. Ce que j'ai essayé de montrer, c'était plutôt que le XVIIe, XVIIIe siècle était la période durant laquelle s'opérait justement cette bascule. Et donc, ce concept moderne de frontière, il est défini en premier lieu, donc, en reprenant un peu notre conception contemporaine, comme la limite reconnue qui délimite l'application de la souveraineté sous un territoire. Donc là, on est complètement dans la conception contemporaine. Au niveau du sens de chacun de ces mots, on n'est pas évidemment tout à fait encore sur ce qu'on peut avoir aujourd'hui. La souveraineté n'est pas encore tout à fait la même, le territoire d'un État n'est pas encore tout à fait le même, mais on est quand même vraiment dans les bases de notre conception contemporaine. La frontière permet de délimiter un espace où justement se concentrer les outils institutionnels et juridiques qui permettent au souverain de contrôler l'accès à son territoire. Donc là, on a la survivance de la conception zonale, donc on a effectivement cette frontière comme limite de souveraineté, mais on a aussi cette frontière comme espace où vont se matérialiser les outils au service de l'application de la souveraineté, que ce soit les fortifications, que ce soit les postes de douane, que ce soit les endroits où on va contrôler les passeports, donc vraiment tout cet espace au service justement du contrôle du territoire. Elle va permettre à la fois de relier et de distinguer les États. Donc, c'est ce que j'évoquais, hein, c'est à la fois une rupture, mais aussi un point de jonction entre des États. C'est un objet qui vient marquer la fin du territoire d'un État et le début d'un autre. Donc, c'est un objet aussi qui est partagé entre deux. C'est très important parce que on ne peut pas avoir évidemment de frontières sans relation, sans droit international, puisque c'est l'objet partagé par excellence entre les États. Cet objet à lui seul expliquerait l'utilité du droit international, parce qu'il faut être deux États pour pouvoir la gérer et la délimiter. Et cette frontière est à la fois une porte d'entrée et une barrière. Ça aussi, c'est très important, parce qu'elle sert à la fois à mettre en application les limitations d'accès, encore une fois dans un respect de la souveraineté des États, mais c'est aussi une porte d'accès. Parce qu'évidemment, un territoire, c'est fait pour être une porte ouverte, c'est aussi fait pour permettre des échanges commerciaux, des échanges humains, et c'est par le biais de cette frontière, justement, que ces échanges vont pouvoir se faire. Son existence requiert à la fois une reconnaissance nationale, donc il faut que la population à l'intérieur des frontières accepte l'existence de cette frontière, accepte son emplacement, et une reconnaissance internationale, c'est-à-dire qu'il faut que les autres États, l'État qui la partage, mais aussi l'ensemble de la communauté étatique, reconnaissent l'existence de cette frontière. Là, encore une fois, dans un but de pacification et de fixation des frontières. C'est un concept qui est juridique, puisqu'il est à la fois déterminé par le droit et permet de limiter l'application de ce droit. C'est donc, à mon sens, un objet qui est profondément juridique, même si on le partage avec d'autres disciplines, et c'est tant mieux. Et il va forcément évoluer en même temps que ceci. Chaque évolution de l'État, chaque évolution du territoire de l'État va entraîner de façon inextorquable une évolution de la conception des frontières. Lorsqu'on parle aujourd'hui de remise en cause de l'État moderne, ça pose évidemment question sur la question de l'évolution, voire de l'existence encore de ce concept moderne de frontières. Le pouvoir royal, ainsi, par la reconnaissance de la souveraineté, va, par le biais de ses frontières, pouvoir renforcer son contrôle sur le territoire. Et la frontière participe en ça, pendant la période du XVIIe siècle, à la fois à la légitimité, à la légitimisation du pouvoir du roi, mais aussi à la construction de l'État en tant que tel. Donc on a un concept qui est lié à l'État. Il est tributaire de l'évolution de la conception de l'État, mais il participe aussi évidemment non seulement à la définition, mais aussi à l'évolution de l'État. On ne peut pas, à mon sens, envisager l'État au sens à la fois territorial et conceptuel, sans justement envisager la question de ses limites, parmi lesquelles figure la frontière. Pendant longtemps, donc pendant la période que j'ai étudiée, la frontière était principalement perçue encore comme un espace limitaire et économique.
pendant toute la période du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Ça va devenir un véritable outil juridique. Elle va prendre une nouvelle dimension en devenant vraiment la limite du champ d'action du souverain. Merci beaucoup, Claire de Blois, pour cette conversation phénoménale sur l'histoire et la naissance des frontières modernes durant la période euh, post-westphalienne, entre 1648 et 1815, post-westphalienne dans le sens à partir des traités de Westphalie. Voilà, nous sommes parvenus à la fin de notre entretien sur la naissance des frontières modernes. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur notre podcast consacré à la complexité des conceptions modernes de la frontière. Nous espérons que cette exploration des origines de nos délimitations actuelles vous a inspiré et éclairé. Merci beaucoup, Claire de Blois, pour cette conversation et ce long échange sur la naissance du concept moderne de frontières. Un grand merci à vous pour votre accueil et j'ai hâte d'écouter le résultat. Et on sait aussi que cette conception moderne de frontières va évoluer après 1815, puisque ça va dépendre aussi de l'histoire du droit international public, qui va émerger et se consolider lui aussi au XIXe siècle, mais aussi la définition et la conceptualisation juridique de l'État moderne, avec la théorie des éléments constitutifs, mais pas seulement, et finalement l'aboutissement, la construction d'un droit des frontières internationales qui comprend l'aspect de la délimitation, mais qui comprend aussi l'aspect de la coopération. Voilà, merci beaucoup encore Claire de Blois. C'était le podcast Borders in Globalization. Merci pour votre attention. Restez à l'écoute pour les nouveaux prochains épisodes qui seront passionnants et à bientôt pour le prochain numéro. Bye bye.